Ahmed est inconsolable. Il vient juste de retrouver les corps sans vie de son frère et d'un de ses amis. En arrivant ce matin, on a ouvert la porte et on les a trouvés là. Ils ont été égorgés tous les deux au couteau. Son frère, Ibrahim Abdulkader, était un activiste syrien. Il travaillait pour 2 ONG anti-djihadistes basées dans le sud de la Turquie. Ce matin-là, nous avions rendez-vous avec lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce salaud. Hier, j'étais avec eux. Il a fui. Ces derniers mois, un jeune Syrien originaire de Raqqa était parvenu à gagner la confiance des victimes. Pour les proches, aucun doute, il s'agissait d'un agent de l'organisation État islamique. Qui es-tu? Ahmed n'aura pas le temps de nous en dire plus. Son frère. La police turque veut l'interroger. Allez, viens. Situé à 50 km de la frontière syrienne, Sanli Urfa sert de base arrière au groupe djihadiste. Dans cette vidéo intitulée « Le massacre des apostats », l'organisation État islamique revendique le double assassinat. Cet activiste travaillait avec Ibrahim Abdulkader. Par souci de sécurité, il souhaite rester anonyme et s'éloigner de la scène du crime. D'après lui, les djihadistes ont des espions partout. Ils ont des cellules dormantes ici en Turquie. J'en connais plusieurs. L'organisation a un service secret très puissant. Elle ne veut laisser aucun activiste montrer la réalité. Ce dont ils ont le plus peur, c'est des médias. Les médias sont leurs plus grands ennemis. La preuve, ils ont tué notre frère aujourd'hui. Omar et son groupe n'ont qu'un objectif, démonter la machine de propagande djihadiste. Une de leurs activités, exfiltrer des déserteurs de l'organisation État islamique. Nous faisons sortir les gens des territoires contrôlés par Daesh pour qu'ils puissent révéler les pratiques de l'organisation. On veut qu'ils puissent raconter comment ils se moquent des gens, des étrangers, des occidentaux, des Britanniques, des Américains, des Français ou de n'importe quelle autre nationalité. Ils leur font miroiter une nation islamique, mais quand ils viennent, ils trouvent tout le contraire. Ils découvrent qu'il n'y a pas d'État, pas de justice. La seule loi là-bas, c'est la loi du plus fort. La majorité des déserteurs exfiltrés par Omar sont occidentaux. Cette femme, qui s'exprime en français, cherche à quitter la Syrie. Salam alaikum. Je veux aller plus vite avec mon enfant et maintenant mon mari ne vient pas à la maison, seulement 2 jours par semaine. Elle n'ose pas sortir de chez elle. Parfois, elle nous envoie des messages dans lesquels elle pleure. Il y a beaucoup de gens qui veulent déserter, beaucoup, mais ils les assassinent. Dès qu'on repère une personne qui dit vouloir déserter, on commence à la surveiller. Une fois, on nous avait proposé un candidat au départ, qu'on nous a présenté comme un Français. Mais on a appris que c'était un piège tendu par l'organisation. Une guerre de l'ombre qui pousse tous ces acteurs à une extrême prudence. Le soir même, nous rencontrons Samir. Il tient lui aussi à préserver son anonymat. Cet ancien officier de l'armée syrienne a appartenu au service de renseignement de l'organisation État islamique. Dans l'organisation, ce sont les services de renseignement qui ont le plus de pouvoir. Les membres chargés des autres tâches militaires, administratives et économiques passent ensuite. Samir a déserté en juillet 2014, quand l'État islamique a chassé le front El-Nosra de la ville de Deir ez-Zor. Je suis parti avec la voiture qu'il m'avait procurée et toutes mes armes. Sa position hiérarchique lui a grandement facilité la tâche. Mais les choses sont bien plus compliquées pour l'écrasante majorité des aspirants déserteurs. Durant la bataille de l'aéroport de Tabqa, certains ont profité du chaos pour fuir dans une voiture civile. Ils ont été poursuivis et rattrapés par de grosses voitures. Ils les ont enchaînés à l'arrière des voitures et traînés dans toute la ville de Raqqa. Ils ont fait le tour de la ville avec leurs cadavres. Ensuite, ils les ont accrochés sur la tour de l'horloge.
Samir affirme avoir quitté l'organisation djihadiste en raison de son extrême violence. Mais l'ex-officier refuse de livrer le fond de sa pensée. Direction Istanbul. La ville abrite à elle seule plus de 350 000 réfugiés syriens qui se fondent dans la population. La localité des Enyurt est une des petites Syries de la métropole turque. Une grande partie des fidèles de cette mosquée sont syriens. Les Syriens vivent entre le marteau et l'enclume, entre un régime qui massacre et détruit, et des djihadistes qui, depuis qu'ils sont arrivés dans le pays, traitent les gens de mécréants et les assassinent au nom de l'islam. Mais parmi ces réfugiés, il y en a qui ont combattu avec l'organisation État islamique. Beaucoup ont été trompés. Ils ont perdu un frère, un oncle ou un voisin. Alors ils étaient prêts à se battre sous n'importe quel drapeau. Certains ne sont plus d'accord avec la faction dans laquelle ils se battaient. D'autres sont blessés et doivent partir. Et puis il y a ceux qui réalisent que la guerre va durer longtemps. Ils préfèrent s'en aller. Saïd fait partie de ces déserteurs réfugiés à Istanbul. Ici, c'est par ses compatriotes qu'il se sent le plus menacé. Concernant Erdogan et les autorités, je n'ai pas peur. Au contraire, si j'avais peur, je ne serais pas venu dans ce pays. Ce qui me fait peur, c'est plus le bouche à oreille, que quelqu'un me reconnaisse ici à Istanbul. Saïd n'est pas venu les mains vides. Ce combattant a pour un temps troqué sa Kalachnikov contre une caméra. Il veut nous montrer ces images inédites qu'il a tournées lui-même. Saïd a filmé ce champ de hashish dans la région de Mayadine, à l'est de la Syrie. Là, ils avaient planté beaucoup de hashish. Vous voyez là, ce sont des plants de hashish. Évidemment, tout est tombé aux mains de l'organisation. Et elle l'a revendu. J'ai proposé qu'on détruise tout ça avec un tracteur qui était sur place. Mais ils ont refusé. Ils ont arrêté le tracteur. Là, nous avons été faire un raid. On a arrêté un homme. On avait reçu des informations disant que c'était un Shabiha, un agent du régime. C'était juste des allégations, on n'avait aucune certitude. Mais un homme nous a certifié que c'était un Shabiha en jurant avec sa main droite. Ouais, ça c'est lui là. On l'a amené au quartier général. Et 2-3 jours plus tard, il a été exécuté. Dans les régions sous la domination de l'organisation, tous les matins, les gens se réveillent et ils voient des cadavres. Il n'y a pas de procès. La justice est morte. Et les gens ne peuvent pas dire non ou pourquoi. Les ordres, on ne les discute pas. Originaire de Homs, Saïd a d'abord rejoint les rangs de l'armée syrienne libre. Après la prise de la ville par le régime, il s'installe dans la région de Deir ez-Zor. Au début, ce sunnite très conservateur va accueillir l'organisation État islamique comme la force la mieux à même de combattre le régime. Mais sa stratégie va très vite le décevoir avant de l'effrayer. Il fallait absolument nettoyer la région de toute présence de l'armée syrienne libre. Peu importait si les victimes étaient sunnites. C'était comme ça. La plupart de leurs opérations étaient dirigées contre les sunnites. Ils disaient qu'ils étaient venus se battre contre le régime. Mais en réalité, le régime, c'était bien le dernier ennemi qu'ils pensaient à combattre. Ils nous ont trompés. Leurs médias ne font que mentir. Tout ça n'est qu'injustice, haine, privation de liberté. Même la charia dont ils parlent, ce n'est qu'un mensonge. Petit à petit, Saïd s'est senti directement menacé. Ils se sont mis à exécuter mes amis, mes compagnons d'armes. J'ai commencé à avoir peur pour moi et pour ma famille. J'ai pensé à fuir, mais ce qui m'a retenu aussi longtemps, c'est surtout mes parents. La peur pour ma femme et mes enfants. Après avoir finalement réussi à mettre sa famille à l'abri, Saïd a déserté au printemps 2015. Mais une année passée sous le joug de l'organisation État islamique a laissé des traces indélébiles. Pour des raisons triviales, on voyait chaque jour des gens pendus ou des femmes lapidées sur la place de la ville. Même nos enfants se sont habitués à ça. Même les enfants, ils leur ont lavé le cerveau. Avant, un enfant n'avait pas son mot à dire. Aujourd'hui, c'est lui qui dicte sa loi.
Par exemple, j'ai vu un enfant qui disait « Celle-là, on doit la lapider, elle doit mourir, on doit la faire saigner, il faut qu'elle meure ». Parmi les nombreuses raisons qui l'ont poussé à déserter, les relations difficiles avec les djihadistes étrangers, les Français notamment, très présents à Deir ez-Zor. Il y avait beaucoup de Français. Ils venaient en grand nombre. Ils parlaient en français et ne se mélangeaient pas avec nous. Nous, les Syriens, on ne valait plus rien pour l'organisation. On sentait qu'ils étaient devenus les préférés de l'émir. Selon Saïd, le salaire mensuel des Français était 3 fois plus élevé que celui des Syriens. Et ils se montraient prêts à tous les sacrifices. La plupart des Syriens avaient peur des opérations suicides. Mais les Français, eux, ça ne leur posait aucun problème. Ça nous étonnait. Du coup, l'émir les aimait d'autant plus. Quand il demandait qui veut faire une opération suicide aujourd'hui, les Français levaient tous la main. Ils n'avaient vraiment aucun problème avec ça. Ils devaient avoir subi un lavage de cerveau. Je dois l'avouer, on a rapidement commencé à se haïr. Nous, les Arabes, on commençait à les détester et à en avoir peur. Et eux aussi commençaient à avoir peur de nous. On ne se sentait plus en sécurité les uns avec les autres. À l'issue de notre rencontre, Saïd tient à nous montrer une photo de lui avec ses anciens compagnons d'armes. Parmi ces garçons, celui-là est mort et celui-là aussi. Ces deux-là sont morts et ces deux-là, ils ont déserté. Avec Istanbul, Tunis est une des villes qui abrite le plus de déserteurs. La Tunisie est le premier pays d'origine des djihadistes étrangers en Irak et en Syrie. 6 000 Tunisiens y sont déjà partis. Selon les autorités, 700 sont rentrés au pays. Farid fait partie de ceux-là. Début 2013, il a rejoint le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, dont beaucoup de membres sont ensuite passés sous la bannière de l'organisation État islamique. C'est son patron, un restaurateur, qui l'a recruté. Après la Révolution, c'était difficile car il n'y avait plus beaucoup d'argent. Même les étudiants qui avaient un diplôme en main se retrouvaient au chômage. Il m'a dit « Je te donne de l'argent ». J'avais 2 motivations. Le djihad au nom de Dieu et puis l'argent. Je devais me donner 1 000 € par mois, mais je ne les ai jamais touchés. Pour pouvoir s'enfuir, Farid a eu recours à un stratagème vieux comme le monde. Je me suis fait ça avec une baïonnette de Kalachnikov. C'était la seule solution pour fuir. Se blesser et partir à l'hôpital. Regarde ça, ils m'ont soigné sans anesthésie. Un mois sur place aura suffi à Farid pour découvrir la réalité qui se cachait derrière les grands idéaux invoqués par son recruteur. Je me suis rendu compte que ce n'était pas pour la religion. C'est une question de politique. Ils voulaient s'emparer de certains pays et ils nous ont impliqués là-dedans. 2 ans après les faits, Farid pense être passé sous les radars des autorités. Il affirme même qu'aucun membre de sa famille n'est au courant de son passage en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères affiche sa fermeté. Ceux qui ont pris part au combat seront traités comme des terroristes. Mais ceux qui rentrent et qui demandent à rentrer, là, on ne peut pas les empêcher de rentrer, c'est-à-dire il faut assumer cette responsabilité et il faut qu'il y ait tout un programme qui tienne compte de tous les aspects du problème. Et il y a des commissions qui sont en place pour réfléchir à tous ces aspects-là et pour qu'il y ait une véritable stratégie. Mais pour l'instant, aucun État ne semble avoir de politique claire sur la façon de traiter les déserteurs. Comme Saïd, ces derniers paraissent pourtant les mieux placés pour démonter la machine de propagande de l'organisation État islamique. Voilà pour ce reportage exclusif signé Rita.